dans la salle d'attente. Voilà. On va commencer la discussion. Bah, vous accueillez d'abord. Bonjour à tous, je suis Claire Delongeau, directrice de Muséum Connexion. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau meet-up de Muséum Connexion. Pour ce dernier meet-up, avant de se retrouver pour de vrai au salon, nous avons choisi avec Antoine Roland de vous donner un avant-goût de ce que vous allez découvrir au salon en janvier prochain dans le cadre des duos de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est ces duos de l'innovation? C'est la possibilité pour une entreprise innovante, exposante à Muséum Connexion, de venir présenter son innovation avec le lieu dans lequel elle l'a implémentée. Alors, le lieu, c'est un lieu culturel, un lieu touristique, un musée. Vous retrouverez plus de 20 duos qui vous seront présentés les 19 et 20 janvier prochains. Mais pour aujourd'hui, nous avons 3 exposants avec nous et donc 3 lieux. Je voudrais remercier tout particulièrement Gaspard Bergeret de Monolith Studio, Laurent Turner de la Maison Robert Schumann, Élodie Parmentier pour Nuit Noire, Anna Magnatis du Club des partenaires et mécènes de la Fête des Lumières de Lyon, Alexandre Martin de Smith et Marta Sofia dos Santos de la Fondation du Château de Chillon. Et je laisse la parole à Antoine pour entrer dans le vif du sujet. Très bon meet-up à tous. Bonjour à tous et à toutes, mais merci beaucoup pour votre présence. C'est le dernier meet-up de l'année, donc nous avons le plaisir de pouvoir effectivement vous présenter différents duos qui reviendront lors de l'édition physique du salon le 19 et 20 janvier et qui viendront présenter leurs innovations, duos constitués effectivement à la fois de lieux culturels et d'entreprises. Et donc, nous allons bientôt pouvoir écouter. Donc, avant de revenir sur 3 projets, on va vous proposer tout d'abord une légère introduction sur quelques tendances liées à l'innovation, revenir sur finalement la richesse et la diversité de ce type d'innovation qu'on peut envisager dans un lieu culturel. Je vous présenterai ensuite le jury qui a œuvré à la sélection de ces différents duos. Donc, nous avons pour l'instant présélectionné 16 duos, d'autres potentiellement viendront enrichir ces 16 premiers lauréats. Et puis ensuite, on vous proposera en fait d'écouter ces 3 duos en exclusivité, donc qui viendront présenter leurs différents projets. Et s'en suivra une session de questions-réponses, à la fois par mes soins, mais aussi par les vôtres. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser toutes les questions que vous souhaiteriez aborder dans le cadre de ce meet-up. Donc, déjà, pour commencer, peut-être revenir sur quelques notions sur l'innovation en fait, dans le secteur culturel, où en fait, on peut envisager le fait que l'innovation se distille finalement à toutes les phases d'un parcours de visite. On peut imaginer, par exemple, innover en allant chercher de nouveaux publics, par exemple des partenaires, en allant chercher en fait des publics qui sont peut-être potentiellement plus éloignés ou empêchés, des publics en situation de handicap. On verra que certains duos en fait ont proposé des solutions pour cela. C'est aussi avant la visite de développer tout un ensemble de services qui permettent à la fois de préparer la visite, mais aussi potentiellement de la compléter ou de venir en substitution. On a vu émerger depuis quelques mois, on en a beaucoup parlé, tout un ensemble de nouveaux formats autour des visites virtuelles, autonomes ou intermédiaires. Donc ça va être ce type de visites sont représentées notamment dans les duos de l'innovation. Ça va être des innovations notamment aussi sur la tarification, sur la billetterie. On en parlera avec Smith
tout à l'heure, donc comment en fait notamment dynamiser sa billetterie. Donc ces innovations sont en train de rentrer dans le secteur culturel de façon de plus en plus probante. On a tout un ensemble aussi d'autres innovations autour d'expériences d'immersion, d'expériences donc à distance, qui permettent notamment aussi de découvrir et de développer des liens nouveaux avec les lieux culturels, et puis tout un ensemble d'innovations aussi en termes de communication sur le web, les réseaux sociaux. Donc ça aussi, on verra que certains duos proposent en fait ce type de solution. Pendant la visite, tout un ensemble d'innovations peuvent être envisagées, que ça soit en fait en termes d'infrastructure, notamment sur, par exemple, le Wi-Fi. On verra qu'il y a des innovations qui ont été représentées dans ces duos en termes de nouvelles technologies. On parlera du Li-Fi, par exemple. On verra aussi que pendant la visite, et c'est d'ailleurs la majorité des duos qui ont été sélectionnés, on a eu une richesse de projets représentés qui enrichissent particulièrement cette visite, qui la rendent plus sensorielle, plus immersive, qui la rendent plus interactive. Et vraiment, c'est le retour de ces lieux culturels qui ont fermé aussi longtemps ces 2 dernières années, qui permettent de vraiment renouveler complètement l'expérience de visite. Et on a fait la part belle dans cette sélection avec le jury à toutes ces initiatives. Et puis après la visite, c'est aussi le maintien du lien, où là, il y a encore de belles initiatives qui ont été lancées pour essayer de maintenir ce lien, de continuer à prolonger l'expérience en proposant en fait déjà de prolonger la mise en contact, mais aussi de l'enrichir par tout un ensemble de contenus, de ressources, etc. Donc l'innovation, vraiment, elle va venir s'implémenter dans toutes les phases d'un parcours de visite. On peut aussi envisager cette innovation sous différentes formes. Elle peut être d'usage, elle peut être technologique. L'innovation aussi, elle peut toucher le projet en tant que tel, notamment dans sa méthodologie de conception. Donc peut-être que d'ailleurs, on pourra y revenir avec nos différents duos, voir comment ils ont innové dans la façon de concevoir le projet. Elle peut aussi se loger, par exemple, dans de nouvelles formes de collaboration, de modèles économiques. Donc, tout ça aussi, on y reviendra. Elle peut enfin se loger aussi dans la façon de communiquer, dans la façon aussi d'évaluer ces différents projets. Voilà. Donc, tout un ensemble de pistes qui vont être particulièrement intéressantes et sur lesquelles nous pourrons revenir. Donc, les duos de l'innovation, Claire les a tout à fait bien présentés. En complément, juste pour revenir sur la façon dont ont été définies cette consultation, l'idée, ça a été de proposer effectivement à un ensemble d'entreprises exposantes à Museum Connection de venir présenter leurs projets en duo avec leurs clients. Donc, pour ce faire, le 19 et 20 janvier, ils auront 10 minutes pour présenter leur projet. Là, en fait, dans le cadre du meet-up en ligne, on en proposera 5 minutes, donc ça sera un peu plus court. 10 minutes pour présenter leur projet et 10 minutes de questions-réponses. Et donc, on vous attend nombreux, effectivement, nombreux et nombreuses, à venir assister à ces différentes présentations qui auront cours tout au long du salon. Ces duos de l'innovation portent sur des propositions innovantes, sur tout le parcours de visite tel qu'on l'a vu juste avant. Quelques mots rapidement sur le jury, en fait, qui a œuvré à la sélection de ces différents duos. Un jury donc qui est plutôt paritaire, qui notamment en fait a permis donc de sélectionner ces 16 premiers duos, qui est composé de personnes qui représentent différentes formes patrimoniales, que ce soit en fait le patrimoine mémoriel et donc porté par le ministère des Armées, que ce soit en fait plutôt un patrimoine scientifique avec l'OCIM. C'est aussi un jury qui est composé à la fois d'institutionnels, mais aussi de consultantes privées, telles que Sarah Ogonank ou Isabelle Graville. C'est aussi un jury qui est composé d'un ensemble de partenaires donc liés au monde de la recherche, de l'enseignement supérieur, parce qu'il nous semblait important aussi, et nous œuvrerons aussi à ça lorsque nous accueillerons les duos d'innovation au sein de Museum Connection le 19 et 20 janvier,
L'idée, ce sera aussi de donner la parole à des étudiants, à des futurs professionnels, pour qu'ils viennent poser aussi un ensemble de questions et qu'ils soient en lien finalement avec l'innovation en train de se faire dans le monde culturel. Donc, c'est pour ça qu'il nous semble intéressant aussi d'adosser donc, aux interventions de Laure Bougon, Eva Maxec, Sarah Gonan, qui est Elisabeth Graville, d'adosser donc un ensemble de représentants de l'enseignement supérieur, Anissa Abdelatif pour l'USA, Jean-Yves Klein pour le master en management des entreprises culturelles et des industries créatives, le MESSIC de l'Organic School of Business, Nicolas Auboin, qui est membre de la chaire sur une nouvelle pratique à Paris School of Business, et Brice Dupion, en fait, qui représente tout le tourisme. Voilà. Donc, un jury, en fait, qui est particulièrement pluriel, très diversifié, avec des niveaux d'expertise très complémentaires, et donc, qui nous a permis de pouvoir sélectionner ces différents duos. Ils ont pu légitimer leur choix aussi à chaque étape de leur sélection, et donc, on pourra revenir éventuellement sur quelques verbatims qui ont pu être données. Donc ça, je vous les présenterai notamment le 19 et 20 janvier. Concernant les duos sélectionnés, donc voici en annonce exclusive les différents duos qui auront l'occasion de venir présenter leur projet. La Maison Robert Schuman et Monolith Studio, qui présentera un parcours immersif et narratif mis en place dans cette maison. On aura l'occasion de les entendre tout à l'heure, justement. Le Cube, avec Be My Space, qui a créé une résidence d'artistes sur le modèle de la Villa Médicis. L'Eau Sonnante, bande audio par conduction osseuse, qui présentera un projet avec Le Vaisseau, un centre culturel, scientifique, technique et industriel basé à Strasbourg. Le Hunter, qui présentera une initiative autour de la scénographie lumineuse qui a été proposée dans le Palais Galliera. La galerie d'art Thierry Biguignon avec 11e District, société de production audiovisuelle, qui a développé un nouveau format de visite donc à distance, interactive, via une vidéo interactive donc qui permettent de pouvoir entrer en discussion avec la personne qui vient présenter qui vient proposer la visite. Le musée Guerre Épée, donc dans les Ardennes, avec Unique Heritage Media, qui propose un parcours ludique dédié aux familles, qui est sur une logique de pluriformat, des cartels, des jeux, un livre. Le Club des partenaires de la Fête des Lumières, avec Nuit Noire et Ascomona, pour une expérience donc, inédite entre podcast et déambulation augmentée, proposée aux partenaires et aux mécènes de l'événement. Donc, on aura l'occasion d'entendre Élodie et Anna qui nous présenteront en fait, les tenants et aboutissants de ce beau projet. Le musée d'art moderne de Fontevraud et Vox Culturae pour une découverte inédite de ces collections via une table numérique. Et puis d'autres lauréats, tels que la Fondation du Château de Chillon et Smiths, qui présentera aussi dans quelques minutes tout le travail qu'ils ont fait autour de la tarification dynamique de ce client. Le Centre des Monuments Nationaux et Way of Life, qui propose une émission live sur Facebook et Twitch, notamment dans le cadre de la réouverture de l'Hôtel de la Marine, donc ouverture qu'on a pu commenter il y a quelques mois dans le cadre d'un meet-up pour Museum Connection. La Monnaie de Paris et Ununleash Studio pour la production de balades sonores artistiques géolocalisées, en collaboration aussi avec l'Institut de France. Le Van Abbey Museum et Smartify pour la création d'un parcours accessible via une application mobile. Le musée Granet et Glorytech, j'en parlais un petit peu dans mon introduction, via une nouvelle technologie en fait, de Wi-Fi qu'on appelle le Li-Fi, qui utilise la lumière en fait, pour transmettre des données. My Smart Journey avec la ville du Mans, donc société canadienne qui propose un parcours de visite dans la ville pour aussi aborder en fait, les territoires et sortir aussi des lieux culturels extramuros, si on peut dire. Le musée au parc d'Alésia avec Horizon, qui propose des visites en réalité augmentée qui varieront en fonction des saisons. Et le musée d'histoire de Marseille avec Mercurio pour un projet de numérisation inédit en fait, de différents objets des collections. Voilà. Donc, vraiment une diversité, pour le coup, de lauréats qui œuvrent à l'enrichissement du parcours de visite, essentiellement
in situ. Je pense aussi que la volonté du jury, c'était vraiment en fait de valoriser des parcours de visite physique, de sortir un petit peu de toute cette culture qu'on a pu maintenir à distance ces quelques mois ou voire quelques années où les lieux culturels ont été fermés, et néanmoins de mettre en avant aussi des solutions qui permettent, en préambule d'une visite ou en complément, de pouvoir en fait enrichir la relation à distance des visiteurs. Donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de donner la parole à trois duos qui vont venir présenter tour à tour leur projet. Donc, on leur donnera 5 minutes de prise de parole pour qu'ils puissent bien présenter leurs différents projets et s'en suivra après tout un ensemble de questions-réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite Alexandre Martin et donc dirigeant de Smith, et Marta Sofia dos Santos, qui est directrice de la Fondation du Château de Chillon, pour revenir sur leur projet de tarification dynamique. On donnera la parole après à nos autres duos que je vous présenterai juste après. Donc, Alexandre et Marta, on vous écoute. Bonjour. Alors, je vous présente la Fondation du Château de Chillon. Le Château de Chillon est situé en Suisse romande pour être exact, dans la Riviera vaudoise, à quelques kilomètres de Montreux. C'est un monument historique qui appartient à l'État de Vaud, le site lui appartient, et qui présente aussi une collection variée liée à son histoire ou à des achats et des dons qui ont été faits notamment au siècle dernier. C'est le monument historique suisse le plus visité, puisqu'en 2019, nous avons eu plus de 432 000 visiteurs, dont je dirais 77% proviennent de l'étranger et le reste de la Suisse. Le château de Chillon est géré et exploité par une fondation de droit privé d'utilité publique qui s'autofinance par ses propres activités, notamment la principale qui est la billetterie. Par cette collaboration avec Smith, nous avons voulu améliorer la visite et l'accueil de notre public, notamment qu'il puisse préparer en amont sa visite, et puis dans un deuxième temps de maximiser la fréquentation et le revenu qui en découle. Ça a été accéléré par la pandémie, puisqu'avec les contraintes qui avaient lieu, surtout lors de la réouverture en termes de personnes par mètre carré, ça nous a vraiment permis d'améliorer l'accueil et de stabiliser la fréquentation sur la journée et pas seulement sur les périodes de haute fréquentation. On a voulu aussi améliorer l'expérience du visiteur, lui éviter des temps d'attente, tant pour une visite normale que lors de nos événements qui ont lieu pendant la journée, comme par exemple les ateliers pédagogiques ou les événements grand public, où là, ça nous permet vraiment d'avoir un maximum de participants, puisqu'ils réservent les créneaux horaires directement en ligne. Ça nous permet aussi de connaître le nombre de visiteurs à l'avance et d'adapter en fait nos besoins en termes de personnel et puis de prestataires. Donc ça, c'est, on va dire, les objectifs et puis les enjeux les plus importants. Et puis voilà, donc je passe la parole maintenant à Smith. Bonjour, merci Martha pour cette introduction. Donc, je suis Alex, je suis cofondateur de Smith et je suis extrêmement heureux aujourd'hui de présenter ce duo d'innovation en compagnie de Martha de la Fondation du Château de Chillon. Donc, dans le but d'apporter une solution aux objectifs énoncés précédemment, nous avons aidé la Fondation en fait, à passer d'une tarification fixe à une tarification dynamique grâce à l'implémentation de notre solution. Martha reviendra dans notre dernier slide par rapport aux résultats effectifs que notre solution en fait, a permis d'apporter, le passage d'une tarification fixe à une tarification dynamique. Notre solution a également permis, d'une part, de mesurer la valeur ajoutée en fait, de la tarification dynamique grâce à l'A/B testing, c'est-à-dire qu'une partie de l'audience voit une tarification dynamique, l'autre partie de l'audience ne la voit pas, et de pouvoir comparer aussi bien les taux de fréquentation, la dispersion et les taux de conversion. La volonté du Château de Chillon était également de pouvoir faire de la vente croisée de produits et de services complémentaires sur le parcours d'achat. C'est aussi également chose faite.
Et les résultats seront également dévoilés par Martha dans le slide d'après. Et je crois que la dernière partie, une partie très importante aujourd'hui, c'est aussi la possibilité de pouvoir vendre ses offres culturelles sur non pas uniquement ses propres canaux comme son site internet ou un accueil, mais également la possibilité de pouvoir vendre des offres sur différentes plateformes de manière synchronisée telles que Viator, TripAdvisor ou Expedia. Et c'est également une solution qu'on a mis en place avec le Château de Chillon, de pouvoir distribuer des entrées à la fondation sur différents partenaires et afin de toucher différents publics et notamment internationaux. Voilà pour l'introduction de Smith. Donc, je laisse très volontiers la parole à Martha pour présenter les résultats. Oui, alors nous avons déjà pu mesurer les résultats depuis quelques mois. Ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2019, on avait moins de 3% de visiteurs qui achetaient en ligne et actuellement, on a augmenté à plus de 15%. Avec des pics lorsqu'on a des événements comme c'était le cas le premier week-end de décembre, où là, 40% des visiteurs ont réservé à l'avance. On a aussi constaté clairement une augmentation du panier moyen par visiteur, puisque pour donner un chiffre, il était de 23 francs au mois de mai et il était de 37 francs au mois de novembre. Et surtout, ça a permis aussi, lorsque les gens achètent le billet, de proposer directement l'audio guide et ça a nettement aussi amélioré cette prestation-là. Ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'on a pu, avec cette pratique de la billetterie dynamique, du prix qui peut varier suivant les périodes de la journée, d'augmenter le nombre de visiteurs sur les périodes creuses, notamment le matin ou en fin de journée. Et de passer de 2 jours à l'avance où les gens, par exemple, achetaient les billets au mois de mai à carrément 8 jours à l'avance au mois de novembre. Donc, clairement, ça nous permet aussi, surtout si c'est pour les week-ends, de programmer une augmentation du personnel si on voit que c'est nécessaire et pas d'avoir du personnel en trop puis se rendre compte qu'il n'était pas nécessaire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les résultats qu'on a déjà pu constater en 2021. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci, Martha et Alexandre, pour cette présentation qui montre effectivement différentes pistes de solutions pour dynamiser donc la façon de développer une tarification donc anticiper et promouvoir en fait l'achat anticipé par la dynamisation de cette tarification. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un nouveau duo, donc cette fois-ci composé d'Élodie Parmentier, présidente associée de Nuit Noire, et d'Anna Magnatis, responsable des partenariats donc pour la Fête des Lumières, qui vont revenir sur un parcours qu'elles ont proposé à la fois sous forme de podcast et de déambulation augmentée. Donc on vous écoute, Élodie et Anna. Alors, du coup, bonjour, moi c'est Anna, donc je m'occupe du Club des partenaires pour la Fête des Lumières et le Club des partenaires a vocation donc à animer un réseau de 42 partenaires aux côtés de la ville de Lyon donc le Club des partenaires donc, contribue à hauteur à peu près de 50% des financements privés donc, auprès de la ville de Lyon pour avoir cette belle Fête des Lumières qui a eu lieu donc, la semaine dernière. On sort tout juste de l'événement pour nous et l'objectif donc avec notre créateur donc Nuit Noire était double. Il a fallu aussi qu'on s'adapte à la crise de Covid de l'année dernière où avant les mécènes avaient une déambulation en physique avec des jeunes étudiants. On savait que cette année que la crise allait perdurer et qu'il fallait un peu pallier à ça. Donc on a décidé d'inventer avec Nuit Noire un nouveau concept, de remercier de façon un peu différente les mécènes et aussi de leur offrir un contenu plus exclusif et privilégié en amont de la fête, autour de la fête et autour des artistes, afin de leur offrir une autre type d'expérience, donc autant par des podcasts qu'une déambulation, parce que vraiment il fallait pallier ce contact physique que les mécènes ne pouvaient plus avoir avec notre prestataire d'étudiants. Et du coup, suite à la demande du Club des partenaires, donc bonjour, je suis Élodie Parmentier, cofondatrice de Nuit Noire, j'ai oublié de me présenter. Donc on a eu une discussion avec le Club des partenaires en juin dernier, justement, au sujet des objectifs et des enjeux de la Fête des Lumières 2021. Et avec un peu carte blanche, le Club nous a demandé de réfléchir à un nouveau dispositif. Donc Nuit Noire, juste pour vous expliquer, on est un atelier de création sonore immersif. Donc on crée des contenus pour des musées et des territoires avec une approche très sensible
principe du son et du son binaural. Et donc, le club nous a demandé de réfléchir justement autour du son, comment on pouvait transmettre des éléments. Et on a réfléchi tout à une direction artistique globale. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Antoine, vraiment une notion de avant, pendant et après la fête, justement pour fédérer et créer vraiment un parcours de médiation pensé de A à Z. Donc, on a réfléchi avec la structure Ask Mona, justement à tout un parcours généralisé. Et donc, le programme a été d'envoyer en amont de la fête, quelques semaines avant, pour faire venir et donner envie, et surtout donner des clés de compréhension autour des installations qui vont être présentées pendant la fête, de créer un podcast qui s'appelle Son d'éclat. Et Son d'éclat est un podcast en 3 épisodes. Le premier est autour des coulisses de la fête. Donc, on est allé rencontrer les artistes dans les coulisses, dans leurs ateliers, pour comprendre leur démarche artistique, vraiment avec une notion du son extrêmement sensible. Donc, ça a été un premier podcast qui dure à peu près 8 à 10 minutes. Puis, un deuxième podcast qui était autour des coulisses de la fête. Donc, vraiment interagir avec les organisateurs de la ville de Lyon, de la direction des événements et d'animation de la ville, pour vraiment comprendre comment une fête s'organise et comprendre toutes les choses qui sont invisibles. Donc, ça, c'était 2 premiers podcasts qui ont été envoyés totalement en avant-première et en exclusivité aux partenaires et aux mécènes par le biais du club, sous forme de newsletter. Et ensuite, les deux podcasts ont été accessibles au grand public via le site officiel de la fête, justement pour donner accès à tout le monde de ces contenus privilégiés. Ensuite, le jour de la fête, donc du 8 au 11 décembre, les partenaires étaient amenés à visiter et à surtout découvrir les installations artistiques dans toute la ville. Donc, grâce au chatbot et à la déambulation augmentée qui a été réalisée par Ask Mona, les partenaires avaient vraiment l'objectif d'avoir des clés de compréhension, une sorte de parcours de médiation augmenté avec différents contenus, que ce soit des cartels écrits que des cartels audio. Et au fur et à mesure, quand ils déambulaient à la découverte des œuvres, il y avait aussi tout un pan territorial qu'on a voulu développer, à savoir des anecdotes autour de la ville, des anecdotes autour de l'histoire, etc., etc. Et donc, ils ont eu accès pendant 4 jours à ce chatbot qui a été pensé comme un avatar avec un personnage qui s'appelle Lumi et qui accompagnait justement œuvre après œuvre. Et ensuite, quelques semaines plus tard, donc là au mois de janvier, on va diffuser un épisode 3 de podcast de Son d'éclat qui sera autour de la fête. Donc, on a fait un making-of pendant les 4 jours où on est allé récolter les voix du public pour savoir comment ils ont vécu cet événement. Et donc, ça sera diffusé exclusivement aux partenaires le mois prochain. Et ce qui a permis aussi de valoriser les mécènes d'une autre façon, parce que chaque mécène était cité notamment pour la partie chatbot avec Asmona. Donc, il a fallu faire un travail assez sélectif, c'est vrai, avec le service de la direction des événements et de l'animation de la ville de Lyon qui a vraiment porté ce projet auprès du club des partenaires, parce qu'eux ont plus le lien artistique, donc ils nous ont mis en relation avec Nuit Noire, donc auprès des artistes. Et donc, on a fait une sélection de 10 œuvres, ce qui a permis déjà de citer 10 mécènes donc sur les 42 qui financent la fête. Et on espère aussi l'année prochaine augmenter le nombre de podcasts dans ce sens-là pour valoriser vraiment l'ensemble des mécènes qui contribuent à la fête. En termes de bilan, de taux d'écoute, donc la semaine dernière, on était à peu près pour le premier épisode à 500 écoutes. Le deuxième épisode, donc, qui est plus sur les organisateurs de la fête, on était à 200 écoutes. Et voilà, maintenant, le chiffre vient à grimper parce que autant la ville de Lyon que nous-mêmes, que Nuit Noire, à ce moment-là, faisons de la promotion autour de ça. Et quant au petit personnage chatbot Ask Lumi, on est à peu près à 300 au moment des 4 jours de fête de connexion. Donc, on est assez ravis pour une première édition et une première expérience. De voir que la sauce a pris auprès des mécènes et que le club a su se réinventer sur la partie digitale, parce qu'on voit bien que c'est un peu, dans cette période de Covid, le nerf de la guerre. Merci beaucoup. Donc, et effectivement, comme vous avez pu le constater, une petite surprise, ce duo est un trio. Donc, effectivement, avec Ask Mona, et c'est aussi ce qui nous intéressait, c'était de voir comment on peut finalement avoir une approche mutualisée entre différents partenaires pour pouvoir créer une solution qui soit vraiment transversale et qui se décline tout au long d'un parcours de visite, avant, pendant, après. Et c'est en ça où ça me semblait particulièrement innovant et intéressant. Donc, le dernier duo qui va venir
finaliser les présentations. Donc, déjà aussi, merci beaucoup d'avoir respecté les différents temps de parole. Donc, Gaspard Bergeret, qui est co-dirigeant et fondateur de Monolith Studio, avec Laurent Turner, qui vont venir nous présenter le parcours immersif et narratif qu'ils ont mis en place au sein de la maison Robert Schuman, sous différentes formes d'expérience. Bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous laisser la parole et de nous permettre de présenter ce projet qui date de 2018, mais qui est toujours en constante évolution, puisqu'avec Monolith, on continue toujours à discuter sur des pistes d'amélioration par rapport à ce projet qui était volontaire, qui avait une volonté d'être numérique, immersif et de permettre aux visiteurs de découvrir un petit peu les lieux autrement. Alors, rapidement, la maison de Robert Schuman, c'est un site qui appartient au département de la Moselle depuis l'an 2000. C'est un site qui parle de l'histoire européenne, l'histoire de la construction de l'Europe contemporaine. Donc c'est un sujet qui est relativement difficile à aborder, qui est difficile également pour attirer du public et le faire rester le plus longtemps possible sur les lieux. Et puis on aborde également la question de la vie de Robert Schuman, puisque nous sommes dans la maison qui était propriétaire de 1927 jusqu'à sa mort. Et c'est dans cette maison notamment qu'il a travaillé au discours du 9 mai 1950, donc le fameux discours qui va poser les jalons de la construction européenne. Donc le site, lorsque je suis arrivé en 2017, était un peu en perte de vitesse en termes de fréquentation. Disons qu'il avait une muséographie qui était et un parcours de visite qui était relativement classique. Et on avait là une volonté, à partir de ce moment-là, de rendre les lieux beaucoup plus accessibles, beaucoup plus dynamiques, et également de revoir en même temps le type de fréquentation qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire qu'on avait une population publique qui était plutôt vieillissante, et on avait envie d'attirer des jeunes familles, envie d'attirer beaucoup plus de jeunes, tout simplement, dans ces lieux. Et c'est comme ça, en fait, que l'on a fait appel, avec l'aide également de Moselle Art Vivant, donc le partenaire culturel du département de la Moselle, à la société Monolith Média, qui est basée à Nancy, à quelques kilomètres de Sichazel. Je vais laisser Gaspard parler un petit peu de la philosophie du projet. Merci beaucoup Laurent, merci, bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Alors effectivement, le challenge était de taille parce que cette maison qui était restée inhabitée pendant de longues décennies, il fallait vraiment pouvoir lui redonner vie sans toucher au sens du lieu. Et donc avec mon associé Flavien qui est à côté de moi, on a une approche un petit peu particulière puisqu'on est tous les deux issus du milieu du cinéma. Et notre envie, c'est de mettre en scène les lieux, en essayant de créer des expériences qui vont plonger le visiteur dans une expérience d'émotion, de sens et de découverte. Donc, on a imaginé un parcours, effectivement, qui commence par une salle immersive entièrement reconstituée. Laurent et ses équipes nous ont donné une petite salle dans laquelle on a reconstitué, celle que vous voyez à l'écran, le salon de l'horloge du Quai d'Orsay à Paris, le ministère des Affaires étrangères, où on a imaginé un décorum qui fait apparaître Robert Schuman en hologramme. Donc, c'est un écrin qui sert de point de départ au parcours de visite et qui va plonger le spectateur au cœur de l'histoire. Notre ambition, via ces parcours immersifs, c'est de raconter la grande histoire avec un grand H par l'intermédiaire de petites histoires. Et finalement, on va, via cette salle immersive qui est le point de départ, commencer à raconter, plonger dans l'histoire. Et c'est la servante de Robert Schuman, grâce à une application numérique, qui va prendre le spectateur, enfin le visiteur qui devient spectateur de fait, par la main et l'emmener dans la maison. Alors, voilà, donc via une application, ils vont rentrer dans cette maison dans laquelle on a imaginé un parcours sonore également qui permet, quand on ouvre la porte, d'entendre des bruits au loin, Robert Schuman qui joue au piano à l'étage, la gouvernante qui fait la cuisine, qui donne une atmosphère vraiment particulière. La maison devient elle-même un personnage et ça permet d'entendre comment ce discours a été retravaillé par Robert Schuman. On vient à la rencontre des personnages clés de ce travail du discours et de l'époque de Robert Schuman. On rencontre la gouvernante également via un hologramme, on la voit en train d'écrire, de correspondre avec Robert Schuman. Et on a également de la réalité augmentée, la slide juste après, où Robert Schuman travaille à son bureau
Si vous voulez passer, voilà, c'est ça. Donc, on a tout un dispositif technique qui permet de découvrir le parcours de manière innovante. Et finalement, on cache la technologie au service du sens. Ça fait partie du challenge. Et on se rend compte à quel point ça a un impact positif, notamment auprès des nouveaux publics. Et le résultat est assez probant, Laurent. Hop là. Oui, tout à fait. Et pour rien vous cacher, j'ai dans mon bureau à côté de moi mon stagiaire de 3e qui a essayé lundi cette application et qui est en train de me dire justement que quand il a vu l'hologramme dans le salon de l'horloge, il a pris peur parce qu'il a cru que c'était une vraie personne. Mais blague à part, en fait, ouais, le projet était, comme l'a résumé Gaspard, a été imaginé avec beaucoup de sensibilité et avec une volonté de respecter les lieux. C'est-à-dire que la maison Schumann, c'est un lieu dans lequel on reçoit également beaucoup de délégations politiques et gouvernementales, etc., françaises ou européennes. Et l'idée était bien de ne pas dénaturer les lieux, de ne pas tomber dans les pastiches non plus. C'est pour ça notamment que le choix s'était porté sur le personnage de la gouvernante de Robert Schumann, donc Marie, et pas un acteur qui allait imiter la voix de Robert Schumann pour visiter les lieux. Et en fait, le fait de rentrer dans cette intimité, de rentrer en plus dans une maison où rien n'est mis sous vitrine, où on a vraiment l'impression que Schumann va débarquer d'une pièce ou va revenir de Paris au moment où on est en train de visiter, ajouter à l'application numérique, au parcours numérique avec les sons, bien donne le lieu beaucoup plus vivant et permet bien aux visiteurs de se croire vraiment au cœur des années 1950 et puis de découvrir les lieux un petit peu autrement. Et le résultat de tout ça, c'est bien très rapidement en fait une reprise par la presse dès que le parcours a été mis en place, presse locale et presse nationale, puisqu'on a eu droit à des articles du Monde, du Figaro, au moment des Journées du patrimoine 2018, qui recommandaient grandement le lieu et qui incitaient en fait les personnes à venir chez nous et à découvrir bien cette maison avec un parcours immersif qui était dit remarquable par le journal Le Monde. Et du coup, avec le temps, on a vu une augmentation de la fréquentation, on a vu également du coup un rajeunissement, ce que l'on voulait au départ, beaucoup de jeunes qui sont arrivés, un nouvel intérêt de la part également des scolaires qui s'était dit qu'il était possible d'aborder l'histoire autrement et l'histoire de manière plus simple, en faisant en sorte que chacun soit en contact direct avec les lieux et avec les personnalités qui l'ont fait. Et pour nous, en fait, ça a été un travail qui a été rondement mené et qui a été appliqué de très bonne manière également. Bien, écoutez, en tout cas, un grand merci à tous et à toutes. On l'a vu, en fait, il y a une véritable diversité des projets qui ont été portés dans le cadre de ces duos de l'innovation, diversité en termes donc déjà de patrimoine, avec d'un côté en fait du patrimoine type maison avec celle de Robert Schumann, du patrimoine bâti avec le château Chillon et un patrimoine plus territorial, événementiel, avec tout un ensemble de savoir-faire développés en fait dans la région lyonnaise avec la Fête des Lumières. Donc une diversité effectivement patrimoniale, une diversité aussi de formes et d'impact en fait différentes en termes d'innovation, où d'un côté on a des innovations qui sont plutôt donc qui se situe plutôt en amont du parcours de visite avec notamment Smith qui propose de dynamiser la billetterie, des innovations en fait qui vont venir enrichir l'ensemble du parcours de visite avec Nuit Noire, Ascomona et la Fête des Lumières, et puis des innovations qui vont aussi contribuer à rendre plus immersif, interactif, narratif éventuellement un parcours de visite, notamment dans un lieu patrimonial qui est la maison Robert Schumann. Donc, par rapport à ces différents apports, il me semblait intéressant de vous poser peut-être une première question. Selon vous, en fait, et chacun des duos est invité à y répondre, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'aspect innovant de vos projets? Qu'est-ce que vous avez apporté en plus qui n'avait pas forcément été déjà fait? Ou en tout cas, quelle est votre pierre que vous avez donnée à l'édifice pour pouvoir travailler sur ces différents projets? Peut-être Alexandre et Martha, si vous voulez commencer. Oui, tout à fait. Alors, je crois que l'innovation, finalement, avec la tarification dans le domaine de la culture,
C'est quelque chose qui avait été fait précédemment dans des industries comme l'hôtellerie ou l'aviation, qui ont effectivement changé passablement la face en fait, de ces industries-là. Et c'est quelque chose qu'on est aujourd'hui très heureux de voir continuer et prolonger en fait, dans le domaine de la culture pour au final offrir une meilleure expérience aux visiteurs. Une innovation qui vient grâce à une vision intersectorielle où on va s'emparer des pratiques qui existent déjà peut-être dans d'autres secteurs pour pouvoir aussi les appliquer au secteur culturel et a priori avec brio. Donc, merci. Élodie et Anna, qu'est-ce qui constitue pour vous en fait l'innovation ou les innovations majeures en fait, de votre projet? Nous, déjà, c'est que ça n'existait pas, donc il fallait vraiment se réinventer. Et ce qui était innovant, mais je vais plutôt le prendre sous la forme de contraintes, c'est que dans ce lieu qui accueille quand même plus de 1,8 million visiteurs, c'est comment rendre, il y a quand même un peu de masse en termes de population qui vient visiter la Fête des Lumières, comment rendre ce dispositif immersif un peu en amont et durant aussi la fête. Donc je pense que pour ça, notre créateur du Noir nous a vraiment apporté deux beaux outils entre une expérience en amont avec ces podcasts qui permet de donner en exclusivité donc un contenu assez riche, et ce que recherchent aussi beaucoup les mécènes, d'avoir du contenu artistique, de mieux connaître les projets qui financent, et aussi avec Askmona, donc qui était ce parcours immersif de déambulation augmentée où les mécènes pouvaient autant entendre des anecdotes sur la ville, artistiques, écrits ou audio, ou ne serait-ce aussi d'avoir une image de marque de leur ville, parce que les Lyonnais sont très attachés à leur patrimoine lyonnais. Donc, c'est vraiment, nous, quelque chose à la dénouvant auquel on a pris plaisir, le club des partenaires, à se laisser porter par les compétences de Nuit Noire et de Askmona. Et je rebondis aussi, c'est que ça a été une forme vraiment exploratoire. C'est un projet qu'on n'a jamais mené. Donc, en termes de délai, c'était assez court. On a validé le projet fin juillet et en gros, on a mené le projet entre septembre et octobre avec à peu près une vingtaine d'intervenants, que ce soit du côté du club que du côté de la ville, et aussi des artistes et toutes les personnes qu'on a dû interroger pour nos créations. Donc, ça a été très riche en termes de méthodologie de travail, de coordination générale et aussi de travailler avec une structure Askmona avec qui on n'avait jamais travaillé. Donc, c'était vraiment très intéressant pour nous de voir qu'on peut être plusieurs intervenants sur différents corps de métiers très différents pour un seul et même projet. Donc, ça, sur ce projet-là, c'était assez chouette. Merci beaucoup. Donc, deux apports majeurs a priori. C'est le premier auprès des 1,8 million de visiteurs, donc, en proposant donc ce parcours inédit. Et le deuxième, c'est vraiment dans la logique de la conception du projet, où finalement, vous avez vraiment travaillé en réseau, en partenariat, dans des temps contraints et courts pour pouvoir aussi mener ce projet. Donc, en tout cas, merci effectivement aussi pour ce retour. Côté Monolith Studio et Maison Robert Schuman, quels sont les différents apports que vous voyez en fait dans le projet que vous avez développé? Nous, je dirais que l'innovation, elle est surtout dans l'innovation d'usage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, on a essayé de cacher la technologie. Il y en a, il y a l'hologramme, même si le dispositif est un dispositif qui date du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le Paper Ghost. Évidemment, il est remis au goût du jour avec vidéoprojection, ce genre de choses. On a la réalité augmentée, on a tout un système de dispositifs de géotagging et compagnie. Pour autant, notre ambition, ça a vraiment été de cacher cette technologie au service du sens, recréer ces conditions qui permettent aux visiteurs de vivre une expérience en groupe. Et finalement, cet outil de médiation culturelle, je pense qu'elle innove vraiment par ce transfert d'émotions. On a vraiment travaillé sur la rédaction des textes, travaillé avec les comédiens, tout le dispositif qui permet d'aborder des sites culturels comme la Maison de Robert Schuman, comme d'autres, de manière vraiment innovante et de permettre de faire passer des messages et de faire apprendre aussi l'histoire en s'amusant de manière décalée parfois, ou en tout cas vraiment en plongeant l'utilisateur dans une expérience. Merci. Donc, Gaspard, c'est tout à fait opportun effectivement de rappeler
que certaines innovations en fait sont ancrées historiquement, hein, notamment avec le Pagos que vous avez évoqué, donc création du XVIIIe siècle, et de mettre en avant cette innovation d'usage de contenu en fait à laquelle vous avez œuvré, qui permettent de renouveler ou en tout cas de rajouter une couche interprétative en fait à une visite de site. Donc vraiment des approches d'innovation très plurielles, très diversifiées, et c'est ça qui nous semblait intéressant aussi dans ces différents duos. Je vous propose, côté audience, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat. De mon côté, je continue à vous en poser quelques-unes, mais bien sûr, si d'autres questions venaient à émerger du côté du chat, on n'hésitera pas aussi à en être le porte-parole. Autre question aussi qui semblait importante, c'est peut-être d'évoquer, on l'a vu, quelquefois l'innovation vient sous la contrainte, peut-être les enjeux, les obstacles, les contraintes auxquelles vous avez été confrontés dans vos différents projets. Gaspard et Laurent, peut-être est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous avez eu des difficultés très, très spécifiques vis-à-vis de ce projet-là qui ont peut-être fait naître… Ouais, juste, alors déjà, nous, lorsque l'on a lancé le projet, on va commencer tout simplement par les agents qui travaillent avec moi, notamment les guides conférenciers qui voyaient en ce parcours numérique, dans un premier temps, une sorte de concurrence pour eux, c'est-à-dire une peur en fait de nous voir mettre en avant et bien plus le parcours numérique pour les groupes et pour les visiteurs individuels, plutôt que de proposer des prestations de visite guidée traditionnelles. Et en fait, très très rapidement, alors déjà tout ce qui est texte, tout ce qui était recherche, etc., manière de parler, a été fait avec le RAID, c'est-à-dire que c'est un véritable travail d'équipe au sein de la maison de Robert Schuman. C'est pas juste le responsable de la maison et la personne qui était en charge du suivi qui ont travaillé là-dessus. Donc vraiment, les guides ont participé là-dessus. Et rapidement après la mise en place, eh bien tout le monde s'est rendu compte que non seulement ce n'était pas quelque chose un outil qui était concurrent, mais c'était plutôt un outil qui était complémentaire. Et surtout, c'est un outil qui permettait à beaucoup de visiteurs de se libérer un petit peu, c'est-à-dire d'écouter et ensuite de poser des questions, et bien plus qu'en temps normal lorsqu'ils avaient une visite traditionnelle. Et c'est là en fait où on a fait un travail en plus avec l'équipe de médiateurs pour leur permettre bien de répondre à ces questions, de pouvoir avoir finalement une discussion et non plus une visite traditionnelle lorsque les visiteurs venaient. Donc en fait, voilà, ces premières approches, ces premiers problèmes ont été résolus comme ça. Et ensuite, par rapport aux visiteurs, pareil, hein, les personnes, on va dire plus de 50 ans qui avaient peur des nouveaux médias, se sont rendus compte assez rapidement que l'utilisation d'une tablette n'était pas si difficile que ça, que l'application était très simple pour passer d'une pièce à l'autre, pour avoir les informations. Donc vraiment, enfin, au niveau ergonomie, au niveau utilisation, on a essayé de répondre à toutes ces questions-là et je pense que ça a été plutôt bien fait. Voilà, sachant qu'il y a toujours des petites améliorations qui sont à faire avec le temps parce qu'on découvre toujours des choses. Mais là, c'est un travail qui se fait depuis la mise en place. Merci en tout cas de rappeler et effectivement que le numérique est rarement autosuffisant et qu'il est nécessaire quelquefois en fait, de l'envisager de façon complémentaire à d'autres formes de médiation. Donc ça, c'est un point qui est particulièrement précieux et de voir en fait que globalement, lorsqu'il est bien conçu, un projet peut être pris en main par tous les publics, quel que soit leur degré de maturité en fait en termes de numérique et de technologie. Autre question, en fait, donc sur les obstacles, on l'a évoqué avec Elodie et Anna tout à l'heure, il y avait une contrainte de temps particulièrement forte dans votre projet. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles en fait, auxquels vous avez été confrontés dans la conception de ce projet en temps contraint, on va dire? Vu qu'il y avait aussi 2 intervenants, donc Nuit Noire et Asmona, c'est sûr que voilà, il y a eu 2 contraintes un peu différentes. Je pense plus sur la partie podcast, où les artistes voilà, donc ils répondent à des appels à projets via des marchés publics. Et donc beaucoup sont aussi à Lille, à Paris, enfin voilà, dans toute la France. Et donc il a fallu sélectionner par rapport à la contrainte matérielle et de déplacement de Nuit Noire, des artistes lyonnais pour qu'ils puissent aller dans leur atelier parce que c'est vraiment votre force d'avoir cet aspect immersif. Et plutôt pour Asmona, c'était vraiment voilà, un contenu assez riche. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup sollicité
nos collègues de la direction des événements et de l'animation de la ville de Lyon, donc, qui gèrent et qui portent le projet de la Fête des Lumières, parce que c'est un projet 100% ville de Lyon, mais porté par ce service-là. Et c'est vrai que les chargés de prod à cette période-là, septembre, octobre, sont très en lien avec les artistes, et qu'en plus, en parallèle, le club des partenaires, d'ailleurs, je tiens encore à les remercier parce que je vois qu'ils nous écoutent, voilà, ont été très impliqués sur tout ce qui était contenu artistique, d'aller chercher l'information autour des projets, d'aller au-delà pour avoir cette autre médiation auprès des mécènes et du public. Donc voilà, les deux difficultés ont été vraiment un temps mobilisé avec aussi la ville, dans l'intervenant du podcast 2, il y a Monsieur le maire, il y a notre élu donc, aux grands événements qui est Audrey et Enoch. Donc voilà, il a fallu quand même coordonner un peu l'agenda de toutes ces personnes-là, donc qui étaient quasi 9 intervenants, sur une journée. Donc on connaît les agendas de la ville de Lyon et du club des partenaires aussi, donc qui est dirigé par la partie privée, donc Enedis. Et donc voilà, ça a demandé de timer un peu tout ça, et ça a été l'une des contraintes, mais qui s'est fait vraiment sans aucune difficulté, parce qu'on voyait tous la portée du projet, et avant tout, c'était une satisfaction clientèle et du mécénat. Donc tout le monde s'est prêté au jeu. Bon, effectivement, un beau défi en termes de coordination. Donc, je reviendrai là, il y a une question qui a été posée sur le chat sur le coût des différents projets. Donc, je vous adresserai la question juste après. Je propose, juste avant d'écouter, peut-être aussi Alexandre et Martha pour nous évoquer peut-être les enjeux spécifiques en fait, liés à leur projet. À quoi vous avez été confrontés en fait, finalement, pour mettre en œuvre ce projet de tarification dynamique. Alors, pour ce qui concerne le château, je pense que les défis et les contraintes qui ont été constatées pendant la mise en place de la billetterie dynamique, c'est déjà lorsqu'on était contraint par le nombre de personnes à cause des contraintes sanitaires entre le nombre de personnes qu'on pouvait avoir au château et les ventes en ligne, c'est comment est-ce qu'on peut prévoir le nombre maximum de billets qu'on peut mettre par tranche horaire pendant une période donnée et gérer avec les gens qui n'ont pas réservé et qui sont sur place, notamment les week-ends. Ça, c'est pas encore quelque chose qu'on a trouvé. Donc ça a induit pas mal de stress pour la personne qui gérait ça. Et puis je pense qu'un autre élément qui est non négligeable et qui va avec ce projet, mais je pense avec tous les autres projets qui sont dans le domaine digital, c'est la formation du personnel en place. La moyenne chez nous, c'est quand même, la moyenne d'âge, c'est 40 ans. C'est des projets qui génèrent beaucoup de stress sur le personnel qui doit gérer ça, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas du tout au clair là-dessus. Donc ça, je pense que c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger, c'est vraiment la formation, puis une formation qui doit rester continue, parce que je pense que dans le futur, ça sera d'autant plus d'actualité. Merci. Donc, on revient effectivement sur cet enjeu de formation, d'accompagnement lorsqu'on souhaite développer des innovations donc, technologiques ou sociales, d'ailleurs, en fait, au sein des équipes où il est nécessaire d'accompagner cette montée en compétences. Et puis, un autre enjeu aussi que vous avez évoqué qui est finalement la réconciliation entre l'expérience physique et digitale. Donc ça, on va y revenir parce qu'on parlera d'évaluation. Il y aura peut-être des enjeux en termes d'évaluation qui pourront être soulignés ici. Donc, une question qui vient du chat, donc, qui a été posée il y a quelques minutes. Est-ce que, si vous pouvez effectivement en parler, est-ce que chacun et chacune d'entre vous pouvez évoquer le prix ou le budget indicatif en fait, de ces différents projets? Bon, on va peut-être commencer. Alors nous, pour notre partie, donc ça a été un budget alloué de 30 000 €, les deux créations spécifiques, donc Askmona et Nuit Noire. Et encore une fois, et comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet qu'on n'avait jamais fait, donc on n'avait aucune idée concrètement de ce que ça impactait. Donc ça nous a permis de faire une sorte de bêta-test, et c'était un peu dans cette idée-là qu'on a construit le projet avec le club. C'est vraiment de se dire que c'est les tout débuts et que ça peut être amené à être modifié, etc. Donc, ouais, c'est ça, 30 000 €. Ok. Donc, un budget d'amorçage, ou en tout cas pour développer un premier pas, en fait,
pour un projet effectivement qui a demandé pas mal de coordination. Merci en tout cas pour cette réponse. Côté Si on peut juste rajouter quelque chose par rapport aussi à nos homologues du DIO, des DIO, c'est que peut-être aussi la contrainte de notre côté, c'est que c'est un outil gratuit mis à disposition des mécènes. Hein. Il n'y a pas de retour, on va dire, enfin, il y a un retour forcément sur investissement, mais voilà, il n'y a pas la billetterie ou autre chose qui permet de pallier à cette dépense-là. Donc, c'est vraiment le club des partenaires qui a financé intégralement le projet. D'accord. Écoutez, merci pour votre transparence et effectivement, ça permet d'avoir un bon retour d'expérience sur le sujet. Donc, côté Maison Robert Schuman ou Fondation du Château de Chillon, est-ce que vous, si vous le souhaitez, est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu un ordre budgétaire en fait, du projet qui a été mis en œuvre? Alors, pardon. Alors, pour le Château de Chillon, alors, pour le projet lui-même, pour le projet, enfin, tout ce qu'on doit innover et tout, ça ne nous coûte rien. Parce qu'en fait, ça, c'est un travail que Schmitz fait pour le château, mais fait pour d'autres clients. Donc, c'est compris, je veux dire, dans les prestations qu'il fait. Nous, ce qu'on paye, en fait, c'est des charges variables qui sont vraiment liées avec plus il y a de ventes en ligne, et il y a une rétribution, un pourcentage qui est fait pour cela. Mais c'est la même chose avec lorsqu'on vend les billets du château sur TripAdvisor, etc. Et puis, autrement, on a un abonnement qu'on paye mensuellement pour cette mise à jour et qui reste inférieur à 2 000 € par année. Et je crois que j'oublie rien, Alexandre. Mais c'est pas ce projet-là qui a induit. C'est vraiment un projet. Enfin, c'est des coûts je dirais, d'exploitation courante pour un tel projet. Donc c'est pas. Je crois que c'est à la portée de tout le monde. Voilà, et puis pour la maison Robert Schuman Monolith, écoutez, nous, évidemment, ça va dépendre énormément du parcours. En moyenne, entre 35 et 45 000 €, ça va dépendre du nombre de comédiens, du travail historiographique avec les équipes, du nombre de dispositifs techniques qu'on met en place. Pour la maison de Robert Schuman, de mémoire, on était autour de 40 000 € à peu près, avec cette salle immersive, le parcours sonore, l'écriture, le driving des comédiens et tout ce qui était avec. Je crois que c'était à peu près ça, hein, Laurent, de mémoire. Oui, on était aux alentours de cette somme-là. Et je précisais également, comme nos collègues tout à l'heure, l'utilisation du parcours numérique et de la tablette n'entraîne pas un surcoût, notamment au sein de la billetterie. Donc, c'est une prestation qui est offerte aux visiteurs. Et je dis d'autant plus offerte qu'en 2020 et en 2021, le site était gratuit au public et que bien les tablettes, à partir du moment où on a eu l'autorisation post-Covid de les remettre en fonctionnement, ont été passées aux visiteurs sans aucun problème, avec un protocole qui était très strict au niveau du nettoyage et au niveau de la mise à disposition. Bon, écoutez, en tout cas, un grand merci pour ces éléments de réponse qui permettent voilà, aussi d'envisager le déploiement de tels projets aussi dans d'autres institutions vis-à-vis de budgets en fait, qui effectivement sont plutôt proches, sont en dessous des seuils des marchés publics pour la plupart. Donc, voilà, peut-être plus simple à envisager que des projets peut-être plus conséquents. Dernière question peut-être, puisque le temps passe vite, je propose de réunir en fait deux questions en une. Je voulais évoquer avec vous les modalités d'évaluation, comment en fait vous évaluez ces différents projets, quels en sont les résultats. Et ce que je vous propose en fait dans votre réponse, c'est aussi d'aborder la façon dont vous souhaitez prolonger en fait l'expérience que vous avez et les projets que vous avez mis en place. Est-ce qu'il y a des pistes de prolongement en fait donc peut-être qu'on peut commencer par Nuit Noire et la Fête des Lumières qui évoquaient déjà effectivement des suites à donner à ce premier projet. Donc, Anna ou Elodie? Ah, pardon.
Élodie, non, peut-être, non, ou pas forcément. Pas pour l'évaluation, je pense que tu Non, c'est moi qui suis plus à même de parler de l'évaluation. Alors nous, on est, vu que la fête vient tout juste de se terminer, non pas que je vais botter en touche, c'est qu'on est déjà nous-mêmes en plein bilan côté, côté club des partenaires, et qu'on a prévu de se réunir qu'au mois de janvier, voilà, fin janvier. avec Asmona et club des partenaires, et nous aussi, entre-temps, on aura le feedback de la ville de Lyon, au mois de janvier. Donc à partir de là, voilà, on verra quelles ont été les contraintes, quelles ont été de refaire vraiment un bilan plutôt bien chiffré en termes d'écoute des podcasts. Nous aussi, prendre un peu le pouls auprès de nos mécènes, qui sont les premiers concernés. Donc là, on est en train d'élaborer un petit questionnaire entre nous, les membres du bureau, justement, pour prendre le pouls et évaluer justement quelle portée ont eu ces deux outils auprès de notre mécène. Donc voilà, la restitution, je pense qu'on sera en mesure de la voir au moment de monter à Paris toutes les deux. Donc, et on espère au moins garder l'une des deux parties. Voilà, c'est ce qu'on souhaiterait. Bon, merci. Donc, un bilan, effectivement, à date, la fête des Lumières vient de se finir. Effectivement, c'est compliqué d'en tirer tout de suite un bilan donc, qui soit stabilisé. Et donc, différentes pistes de prolongement, comme vous avez pu l'évoquer. Gaspard Laurent, est-ce que, par rapport à ce projet, est-ce que vous envisagez des suites? Donc, un projet qui a été créé en 2018, est-ce qu'il y a d'autres extensions qui pourraient être envisagées? Moi, je peux commencer rapidement pour dire que les projets de parcours immersifs comme ceux que nous créons sont complètement évolutifs. On peut très facilement ajouter des scènes, ajouter des médias avec des infrastructures techniques qui peuvent venir appuyer l'histoire. Donc ça, c'est des choses qui sont très simplement ajustables. Pardon. Et pour compléter, en fait, le projet a déjà évolué puisque initialement, en 2018, la salle immersive se trouvait dans un espace bien particulier de l'extension muséographique, puisque alors, le domaine de la maison de Robert Schuman, ce sont deux bâtiments, la maison historique et à côté un bâtiment moderne dans lequel se trouve un musée. Et donc, la salle immersive auparavant se trouvait au sous-sol de cet espace. Et cette année, nous avons refait l'intégralité du musée et la salle immersive, en fait, a trouvé sa place dans le parcours du musée. Donc, ce qui fait que le visiteur n'a plus besoin de se perdre dans le labyrinthe du bâtiment moderne pour pouvoir la trouver. Il est intégré directement à un parcours, ce qui fait qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus complet et qui est complémentaire du discours normal. Et puis pour la suite, eh bien, oui, à voir également pour faire évoluer l'application de la tablette, parce qu'évidemment, il y a des petites choses qui se voient, qui ont été créées depuis 2018 en termes de technologie et qui pourraient être bien intéressantes pour nous et à voir bien, comment les intégrer et pour ne pas tomber justement dans des choses qui soient un peu à côté de la plaque. Voilà. Merci beaucoup. Alexandre et Martha, vous êtes engagés dans un projet donc avec un accompagnement sur le long terme. Qu'est-ce que vous envisagez comme prolongement? Alors, nous, ce qu'on aimerait pour la suite, c'est aussi pouvoir permettre d'avoir la billetterie dynamique pour le B2B, c'est-à-dire que les agences, les groupes puissent aussi acheter directement et réserver les créneaux directement en ligne, ainsi que de proposer, combiner nos propres prestations, nos services, avec des offres de nos partenaires, comme par exemple de permettre aux gens d'acheter le billet, de voyager en train, ou alors avec des partenaires qui peuvent visiter le château, puis en même temps aller sur Glacé 3000. Voilà, c'est de vraiment pouvoir ouvrir la billetterie en ligne à d'autres prestations et à d'autres partenaires. Je ne sais pas si Alexandre veut rajouter. Non, c'est parfait. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est une première pierre pour ensuite mieux ancrer finalement le château sur son territoire et auprès de ses partenaires. Donc, un grand merci vraiment pour ces différents témoignages qui montrent un peu la richesse des projets que vous avez pu mener dans ces dernières années. Donc, pour rappel, je remets à l'écran quelques
quelques duos que vous retrouverez le 19 et 20 janvier. Et je vous propose donc, si vous le souhaitez, de nous retrouver en physique donc, au salon Museum Connection, et où nous aurons l'occasion comme ça en fait, d'assister aux présentations de l'ensemble de ces duos qui sont représentatifs d'une richesse de formes d'innovation, richesse aussi donc de représentation de formes patrimoniales, et puis qui représentent des projets à la fois français et à l'international. Donc, en tout cas, on se fera une joie de reprendre ces différents projets, de les analyser, de les décrypter avec vous, et de pouvoir vous les présenter un peu plus en détail. En tout cas, un grand merci à l'ensemble des partenaires de ces différents duos qui sont venus présenter leurs projets. Et puis, maintenant, on arrête les moments en ligne pour rentrer dans un événement physique donc à partir de janvier. Et donc, c'était le dernier meet-up de cette année. Et nous vous remercions aussi pour votre assiduité et votre présence aujourd'hui pour ce meet-up. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci. Merci au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.